Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la force des femmes et à la reconstruction en postpartum. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sophie. Sophie a un parcours un peu particulier, celle d'une combattante. D'être celui d'une maman, elle a traversé pas mal d'épreuves, dont l'épreuve de la PMA. Un combat de l'ombre qui fait de patience, de protocoles médicaux et d'une résilience hors norme pour donner la vie. Mais Sophie a une particularité, elle n'a jamais laissé son corps au repos. Sportive dans l'âme, elle a défié les idées reçues en courant pendant toute sa grossesse et tenez-vous bien, elle a couru jusqu'aux 15 derniers jours avant son accouchement. Aujourd'hui, en plein postpartum, elle ne s'est pas arrêtée. Entre les nuits de maman, son job et sa nouvelle vie, elle s'attaque à des défis de taille comme elle a couru récemment un marathon. Alors comment passe-t-on d'un corps médicalisé de la PMA à la ligne d'arrivée d'un 42 km? Comment concilier l'exigence d'un sport de haut niveau avec la réalité de la maternité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. Quel plaisir de t'avoir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être avec là et de pouvoir partager mon expérience. Bah écoute, déjà comment vas-tu? Est-ce que tu es en pleine forme aujourd'hui? Oui, ça va bien. Là, on est à une semaine du marathon, donc j'ai bien récupéré et je me sens bien en forme, ouais. Après, en forme autant qu'on puisse l'être avec un petit bébé qui des fois se réveille la nuit, mais tout va bien. C'est ça. Et du coup, pour resituer, tu viens de faire le marathon de Paris il y a à peu près une semaine, c'est ça? Non, c'était le marathon d'Annecy. Alors, on a beaucoup parlé du marathon de Paris sur les réseaux et une semaine après, il y avait celui d'Annecy et c'est celui-là que j'ai choisi de faire parce que Paris, je l'avais déjà fait. Donc, l'erreur est humaine, hein. Tu pouvais te tromper avec tout mon parcours. Paris, c'est déjà fait, mais c'est passé et Annecy, c'était cette année. Donc, D'accord, voilà. Annecy. Et comment ça s'est passé? ça s'est pas passé comme j'aurais voulu parce que j'ai fait une préparation dans le but de le terminer en 3h35 et en fin de compte, ben, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif. J'en aurais été capable, mais je pense qu'il y a eu quelques petites erreurs qui ont fait que j'en suis arrivée à courir 10 minutes de plus et puis surtout, ça a été compliqué au niveau de la chaleur et je m'y attendais pas du tout. Il a fait beaucoup plus beau et chaud que prévu. Et je pense que mon corps, il est beaucoup plus apte à faire un record personnel ou juste à se sentir bien sur une longue distance quand il fait plus frais. Et là, on a quand même eu une vingtaine de degrés à partir de 9 heures du matin. Donc, c'était Oui. chaud. C'était très chaud. Ouais, c'est chaud. Dès 9 heures en plus, si t'avais le soleil qui tapait, le ressenti devait être plus. C'est ça. Pour l'hydratation, les jambes lourdes. Donc, ça a été un petit peu dur de terminer. Mais il est fini et c'est le plus important. Bon, on parlera pas forcément de toute la partie technique sur la Oui. récupération. C'est pas ce qui nous intéresse forcément aujourd'hui. Et puis si Mm. jamais des gens sont intéressés, bah, faudra pas hésiter à mettre en commentaire. Je suis sûr que t'en feras un plaisir de répondre et moi également. Oui, oui, bien sûr. Euh, pour le petit côté historique, on est le 26 avril et le Ouais. record du monde vient d'être franchi à Londres, au marathon de Londres. Le marathon a été fini en moins de 2 heures. Euh, En 1h59 et 30 secondes. C'est le nouveau Mm. record du monde du marathon. Et donc, c'est un peu historique qu'on passe sous la barre symbolique des 2 heures à un marathon. Donc voilà, c'est la petite information que je voulais voir avant de commencer. Et c'est pas moi qui vais pouvoir en faire mieux. Non, non. Bah, et puis en plus, bah, c'est forcément un homme et puis c'est un Kenyan. Ouais. Voilà. Très entraîné. Très entraîné. Et puis bon, ils ont des conditions, on va dire, génétiques, déjà, des prédispositions. Hmm. On rentrera pas dans le détail, mais sur de la partie morpho-anatomique, physiologique. Et puis, bah, depuis qu'ils sont gamins, ils ont pas le même contexte que nous, donc forcément, C'est ça. euh, ils ont des prédispositions pour aller chercher des temps extraordinaires, parce que faire 42 km en moins de 2 heures, c'est quand même fou, quoi. C'est courir à 20 km heure, même un petit peu plus, hein. C'est ça. Donc c'est hallucinant. C'est Et le ça. deuxième, et le deuxième, il est en moins de 2 heures aussi, hein. Le troisième, il est en Hmm. 2 heures et quelques secondes. Donc les trois premiers Ouais, se tiennent en moins d'une minute, c'est hallucinant quand même. Et c'est ça, c'était clair. au marathon de Londres qui vient de se Hmm. terminer. Ouais. Voilà. Euh, bon, on va revenir un petit peu au cœur du sujet. Et tout d'abord, je pense que ça va intéresser beaucoup de mamans ou de futures mamans. Et même personnellement, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on en parle très peu.
c'est on va parler de ton parcours PMA. Oui, bien sûr. Parce que après avoir vécu un parcours PMA où ton corps a souvent subi pas mal d'interventions médicales euh, exogènes, est-ce que préparer un marathon est pour toi une manière de reprendre un peu le pouvoir sur tes capacités physiques? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Oui, il y avait clairement de ça. Il y avait beaucoup de facteurs qui rentraient en ligne de compte. L'année 2024 tout entière, c'est mon année de PMA. Donc, c'est pas tout ce que je vais dire. Je vais vraiment parler de mon cas. Et malheureusement, pour les autres, ce sera pas forcément toujours comme ça que ça va se dérouler pour elles. Ça a été relativement court pour un parcours de PMA. Un an, c'est pas forcément la moyenne. Souvent, c'est un petit peu plus. Mais en tout cas, sur ces 12 mois, c'est l'année où j'ai porté le plus de dossards dans toute ma vie. C'est l'année où j'ai réalisé le plus de performances aussi, bizarrement. Mais je pense que c'est parce que il y avait une part de moi qui avait besoin de ce côté compétition et de pouvoir m'évader pour ne pas penser tout le temps à ça. Parce qu'une des premières choses que la première médecin qu'on a rencontrée nous a dites, c'était ne vivez pas pour ça. Faites des choses, vivez, organisez-vous des week-ends, tout ce qui peut être de l'ordre de la passion dans votre vie, allez-y à fond et on essaiera de tout concilier, d'adapter. De toute façon, eux, on le sait, ils ne sont pas très pressés, hein. Au contraire, donc, on calait les rendez-vous en essayant d'avoir tout qui se concilie, que ce soit le sport ou la PMA. Donc, en partant de là, moi, je me donnais des objectifs et je me disais, OK, allez, j'ai ce côté superstitieuse, donc je me disais, si tu réussis à faire ça, peut-être qu'après, tu pourras avancer jusqu'à ça dans la PMA. Et de fil en aiguille, en fait, ça a rythmé mon année et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait du bien vraiment au niveau du mental et aussi au niveau du corps, effectivement. D'accord. Ouais, c'est un peu ton échappatoire. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que la résilience et la patience que tu as pu développer pendant ton parcours de PMA, c'est des choses qui t'ont servi pendant tes entraînements longs ou même pendant les marathons? Parce que là, on parle de entre 3h30 et 4 heures de course, donc c'est quand même ultra long. Euh, Pas tout le monde arrive à tenir, on va dire, aussi longtemps dans un effort continu. Euh, Pendant 3 heures et 4h30, on peut se passer par tous les états émotionnels. On peut avoir envie de lâcher, etc. Est-ce que du coup, ce que tu as traversé à travers la PMA, c'est des choses qui t'ont donné une certaine force pour justement aller plus loin, te dépasser et passer ces caps où des fois t'es fatigué, t'en peux plus, t'es à bout et aller chercher des ressources supplémentaires? Oui, ouais, ouais, clairement, mais c'est quand même imbriqué l'un dans l'autre parce que quand j'étais dans les moments difficiles de PMA, je me disais, ou même mes amis les plus proches qui étaient au courant de la situation, ils me disaient, mais Sophie, t'as réussi à faire ça, ça, ça. Elle me parlait des marathons et d'autres courses, des trails, etc. Et elle me disait, donc ça, tu peux le faire. Et j'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle parce que je me rappelle de certains moments qui ont été vraiment, sincèrement, très durs. On va pas je vais pas non plus édulcorer ce qui s'est passé, hein. Ça a été très difficile, en tout cas pour moi. Et dans ces moments de PMA, je pensais au sport. Et quand j'étais au sport, je pensais à la PMA. Je me suis inscrite sur la course la plus longue que j'ai faite aussi l'été là. Elle a duré 6h15. C'était au lac de Monténard. Donc, c'était avec du dénivelé, des magnifiques panoramas, mais aussi une grande chaleur. Et dans les moments les plus difficiles, surtout vers la fin, je me fixais des petits objectifs. Je me disais, avance encore un peu, tout ça, ça va te rapprocher de ce que tu veux. Enfin, je me lançais des mantras dans ma tête comme ça. Et je pense que vraiment, l'un dans l'autre, ça m'a vraiment aidé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai eu la ponction d'ovocytes au mois de... C'était le 30 septembre 2024, quand j'ai eu cette ponction. Ça a été un moment vraiment hyper difficile pour moi, physiquement, parce que ça a été très douloureux. Ça, par contre, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais comme j'ai été hyper stimulée, ça a duré très longtemps. Euh, je fais une petite parenthèse là-dedans pour expliquer, pour celles qui sont seulement en train de démarrer un parcours et qui sont peut-être très inquiètes en m'entendant. Euh,
il faut resituer que c'était mon conjoint qui avait un problème d'infertilité, mais malgré tout, c'est quand même la femme qui va subir la ponction d'ovocytes et qui va vivre tout ça pour pouvoir faire la FIV. Donc, j'ai eu ce rendez-vous avec précédemment les injections à faire pour pouvoir stimuler les ovaires pour avoir beaucoup, beaucoup d'ovules, parce que comme on le sait, une femme produit chaque mois un seul ovule, mais ce jour-là, on n'en veut pas qu'un, on en veut plusieurs pour avoir autant de chances que d'avoir plus tard un enfant. Donc, on m'a stimulée, mais comme moi, j'ai un corps qui était très très sain, très fertile. En fait, j'ai un terrain très très fertile. Et ben du coup, même avec une dose très légère dans les injections, j'ai été hyper stimulée. Donc, j'ai eu une vingtaine d'ovocytes à sortir ce jour-là. Donc, ça a duré longtemps, ça a été laborieux, ça se fait sans anesthésie. Et j'ai vraiment vécu le truc comme si j'étais Rocky Balboa, en fait, hein. J'étais vraiment, j'étais dans les starting blocks et je pouvais même plus marcher après. Donc, on m'a ramené à mon mari en fauteuil roulant. Et puis, à peine les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, il m'a vu. J'ai vu dans son regard une espèce de tendresse et à la fois de tristesse parce qu'il savait pourquoi j'étais dans ce fauteuil, comment j'en étais arrivée à cette situation. Première chose que je lui ai dite, c'est ok, je vais m'inscrire à un marathon pour l'automne, c'est sûr. Je sens que ça va le faire, je sens qu'on va l'avoir ce bébé et je veux encore faire un marathon avant ma grossesse. Donc je me suis inscrite au marathon de Francfort et je l'ai couru un mois après ça. Et c'est le jour où j'ai fait le meilleur chrono de toute ma vie. Donc voilà, ce jour-là, quand j'étais à la ligne d'arrivée, je lui ai dit, je suis sûre que le mois prochain, quand on aura le transfert d'embryon, ça va fonctionner. Alors bon, vous me direz, enfin, tu me diras peut-être que c'est absurde de penser comme ça, mais quelque part, si ça aide à tenir, on a tous besoin de croire en quelque chose. Et moi, ça m'a aidé. Et je pense que quand le mental, il est là, bon, ça aide quand même à ce que le corps y suive derrière. C'est pas du tout absurde et déjà merci beaucoup pour ce partage parce que bah, c'est très touchant. Et je suis totalement d'accord avec toi. Déjà, si le mental est là, ça fait déjà une grosse partie parce que le mental et le corps sont liés et on n'a pas conscience de tout ce qu'on peut faire euh, grâce à notre mental et on peut surpasser ce qu'on peut penser être capable de faire juste avec les bonnes motivations, on va dire. Donc, merci beaucoup. Au tout début de ta prise de parole, là, tu parlais un peu de ton entourage. Euh, j'ai cru comprendre que tu as eu aussi quelques critiques ou inquiétudes liées par ton entourage ou le corps médical face à cette pratique intense. Euh, alors, pas pendant ta PMA, mais peut-être plus pendant ta grossesse derrière. Comment tu l'as vécu? Comment tu as géré tout ça? Alors justement, j'ai eu quelques remarques à l'époque de la PMA parce que vu mon âge, à ce moment-là, en 2024, j'avais 34 ans, c'était quand même plus ou moins su de la plupart des gens qui nous côtoient qu'on avait envie d'avoir un enfant et puis ils voyaient bien que ça n'arrivait pas. Et donc, c'était presque là que ça a été le plus difficile d'entendre les remarques du style mais c'est sûrement parce que t'en fais trop, est-ce que t'as encore tes règles vu tout le sport que tu fais, est-ce que c'est peut-être pas ça qui pose problème dans votre projet? Et j'avais pas forcément envie de m'étaler. En tout cas, euh, à l'époque, c'était quelque chose qui nous touchait vraiment profondément. Cette PMA, ça nous a beaucoup ébranlé. Aujourd'hui, évidemment, que maintenant que le petit est là, enfin évidemment, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais j'arrive vraiment beaucoup mieux à en parler. Alors qu'à l'époque, c'était un sujet très sensible. Et puis, ça ne concerne pas que moi. Donc, il a fallu aussi qu'on se mette un peu d'accord tous les deux. Est-ce qu'on en parle ou pas? Et à ce moment-là, ben, je leur répondais juste, je prenais sur moi et c'était vraiment difficile. J'avais les larmes qui montaient parce que, ben non, c'est pas du tout à cause de ma pratique sportive que je ne peux pas avoir d'enfant. Et en plus, c'était vraiment pas le souci de mon côté, quoi. Mais Mhm. on accuse toujours de prime abord, apparemment, la femme du couple. Et ensuite, c'est suivi donc la grossesse. L'annonce de la grossesse m'a été presque volée aussi parce que j'avais beaucoup ralenti le sport pendant mon premier mois
tout simplement parce qu'il y avait eu la PMA et que j'avais vraiment très peur qu'il arrive quoi que ce soit, les croyances limitantes, etc. Donc, je m'inquiétais et j'avais préféré vraiment ralentir pour être sûre de n'avoir rien à me reprocher. Et donc, du fait d'avoir ralenti le sport, les gens qui scrutent Strava, qui scrutent les réseaux, etc., ils nous ont envoyé des messages très cash. Est-ce qu'elle est enceinte? Voilà. Donc, ça a été aussi difficile parce qu'en plus, on sait tous que pendant le premier trimestre, on fait quand même attention. On l'annonce pas forcément tout de suite parce que on risquerait peut-être de le perdre. Ce qui plus est, après un transfert d'embryon congelé, ça aurait été traumatisant pour moi. Donc, ce genre de message aussi a été difficile. Donc, s'il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui ont peut-être des doutes sur un ami ou plutôt, enfin, plutôt une amie ou un couple d'amis qui risquent d'avoir un bébé, peut-être essayer de leur laisser le temps de l'annoncer, hein, ils le diront déjà. Ce n'est pas la peine de mener une enquête. Juste comme ça, est-ce que déjà tu avais déjà un certain nombre d'abonnés sur les réseaux peut-être à ce moment-là ou pas encore Oui, oui, oui. En fait, ça fait depuis 2017 que je suis sur Instagram et en fait, je suis un peu une ancienne. Moi, j'ai pas mal de, enfin, j'ai une belle petite communauté qui s'était un petit peu endormie à l'époque de la grossesse puisque je partageais donc moins. Et ensuite, ça s'est ravivé là depuis que le petit est là et que j'ai accouché. Et ça change un petit peu. Avant, j'avais un public plutôt masculin et maintenant, j'ai plus de mamans quand même qui s'intéressent, qui posent des questions. Et qui soutiennent aussi. C'est très chouette. Donc, de toute façon, la communauté était déjà bien là. Il y avait déjà bien 15 000, 20 000 abonnés. Donc, forcément, sur toutes ces personnes qui suivent un peu le quotidien, mais vraiment au niveau du sport, ils voient une baisse d'activité, à moins d'inventer une entorse ou d'inventer je ne sais pas quel problème physique, ils se posent forcément la question. Donc ça a été un petit peu désarmant de se dire ah ben voilà mon annonce bon apparemment hein, c'est un peu un flop quoi même auprès des amis et puis ensuite il y a le moment donc de la grossesse où j'ai continué à vraiment pratiquer surtout à partir de la fin du premier trimestre, où j'ai continué à courir, à faire beaucoup de vélo, du renfort pour ce qui était autorisé. Et là, c'est vrai qu'il y a eu aussi des remarques, mais c'était vraiment principalement des gens en fait qui n'y connaissent rien. Déjà souvent des hommes qui pensent tellement savoir penser pour les femmes et un peu à l'ancienne, hein, les petits vieux qui t'entourent et qui vont avoir quelque chose à te dire alors qu'en fait ils y connaissent vraiment pas grand-chose et à qui on doit un petit peu expliquer les choses. Bon, ça n'a pas été bien méchant, hein, mais c'était un peu fatigant aussi, quoi. je veux bien croire. Et surtout te justifier et devoir répéter des choses que bah en fait c'est déjà tu vis déjà un moment pas simple et si en plus de ça tu dois aller répéter toujours la même chose c'est pas simple et j'en parle en connaissance de cause euh, où bah je vais pas étaler ma vie mais je suis dans une situation un peu particulière et la majorité des gens sont au courant et bah c'est bienveillant mais parce qu'ils viennent te demander un peu comment ça avance etc. Sauf que bah ça avance pas. Et devoir à chaque fois que tu sors rencontrer des gens ou à chaque fois qu'on vient de te prendre des nouvelles, on te demande comment ça avance et tu t'as rien à dire et ça avance pas, t'es toujours bloqué ou quoi que ce soit. C'est pas simple. Et donc je Mm. comprends ce que tu. Oui, ça te met face au mur, quoi. Oui, c'est ça. Et puis bah, t'as limite envie de te renfermer parce que de toute façon Mm. t'as rien à dire et puis ça ravive à chaque fois la douleur Ouais. ou la complexité de la situation qui est pas facile à gérer. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est difficile de savoir comment bien s'adresser à une personne qui est en PMA parce qu'on touche vraiment beaucoup à l'intimité du couple et je pense qu'en fait quand la personne elle a envie d'en parler, celle qui est concernée, elle viendra déjà trouver quelqu'un pour en parler. En fait, quand je voyais certaines personnes et que j'en parlais pas, je sentais qu'ils cherchaient un moyen de me faire venir sur le sujet. En fait, j'avais peut-être juste envie de vivre un autre moment où on n'en parle pas du tout. C'est comme si pendant quelques heures, ça n'existait pas. Parce que pendant un an, c'était à chaque seconde, de chaque instant, de tout le temps, on y pense tout le temps. On est face au fait que ce qu'on veut, on peut pas l'avoir. Et puis, on est peut-être aussi une génération
qui n'aiment pas être frustrés parce que quelque part, on fait un peu tout ce qu'on veut quand on veut. Enfin, en tout cas, tant qu'on n'a pas d'enfant, ça c'est sûr. Et c'est un peu difficile de se voir dire ah bah non. Non, non, c'est pas pour tout de suite, vous allez devoir attendre. Et c'est comme ça, en fait. Mm. C'est difficile. Ouais, c'est clair. C'est clairement difficile et je pense que là, tu parles de toi, parce que tu vas pas parler en nom de ton conjoint, mais je pense que aussi Bien pour sûr. ton conjoint en tant qu'homme, surtout que dans ce que tu avais évoqué, la problématique venait de plus de son côté. Ça devait être vraiment pas simple, parce qu'on touche peut-être au côté un peu de la virilité, des choses comme ça. Après, moi, Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, il y a des moments dans la PMA qui sont assez choquants quand même, parce que le jour où il est allé de son côté faire ses examens, il s'est retrouvé dans la salle d'attente d'un laboratoire où c'était l'heure prévue pour tous ceux qui venaient. Ils venaient pour la même chose, hein, pour faire un spermogramme. Et dans la salle d'attente, il y avait même plus de chaise pour s'asseoir, tellement il y avait de jeunes hommes ou de même un peu plus matures qui étaient présents, quoi. C'était rempli. C'était rempli. Quand on y allait en couple, pareil, hein, il y avait tout le temps plus une place pour s'asseoir parce qu'il y avait trop de monde. Ça fait un effet très étrange, hein, de se rendre compte qu'on est aussi nombreux à traverser ça. Et en même temps, chacun se regarde un peu en biais en se disant, t'as l'impression, bah, j'espère que ce sera nous avant eux. Enfin, oui, tu vois, un peu en tout le mode monde compétition. espère. Ouais. Parce que les pourcentages, les chiffres sont là et tu te dis, ah, j'espère que c'est nous le bon chiffre et c'est pas Mm. les autres. Forcément, parce que là, t'as un stade où en fait, tu supportes plus d'attendre et t'as plus envie de souhaiter aux autres, oui, c'est bien pour vous. Tu penses plus qu'à toi et il faut l'admettre. Ouais, voilà, je fais une petite aparté simplement sur le fait que tu disais que les salles d'attente étaient pleines quand ton conjoint allait faire le spermogramme et que Mhm, c'est quelque chose qui est voué à évoluer dans le mauvais sens, simplement parce que les études ont démontré que par rapport à il y a 20 ans, la qualité des spermatozoïdes en règle générale chez les hommes ont diminué de plus de 25%. mhm, On s'approche des 50% même, et que dans les années à venir, on sera pas loin des 75%, voire des 100%, et que c'est un sujet de santé globale et générale mhm, très important et pas assez pris en compte. Et tout ça est lié aux perturbateurs endocriniens, entre autres, et à notre mode de vie. Donc des perturbateurs endocriniens qu'on peut rencontrer un peu partout dans notre quotidien, que ce soit dans les produits de beauté, dans les gels douche, dans les concerts, dans tout mhm. ça. Et et puis bah, le manque d'activité physique, etc. Qui est quand même quelque chose de santé publique et je voulais juste faire un petit aparté par rapport à ça parce que Non, mais il me c'est vrai. semble. Il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de couples qui ont parfois réussi à avoir leur premier enfant sans trop de soucis, et tant mieux. Et puis ils disent que pour le deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, c'est là qu'ils s'aperçoivent que peut-être que le premier, c'était en fait un coup de chance et que en fait, il y avait finalement un problème. Pour du côté de l'homme ou de la femme de fertilité, hein, que ce soit la fertilité masculine ou féminine, les deux, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est impacté. Après, en ce qui concerne mon conjoint, pour lui, après, on n'a jamais non plus la vérité vraie de la cause, hein, mais vraisemblablement, ce serait parce qu'il avait exercé pendant 10 ans. Un métier au sein de l'armée et des communications et il avait signé une décharge disant que il se retournerait contre personne s'il avait des problèmes de fertilité. Donc il y a probablement un lien de cause à effet ou peut-être pas, peut-être que c'est complètement autre chose, mais on peut pas le vérifier quoi. Et non, mais clairement, hein, c'est possible avec aujourd'hui tout ce qu'on a qu'on prend entre guillemets dans la gueule sans être vulgaire, que ce soit les ondes, des choses comme ça au quotidien. Même quand on essaye de manger, il suffit d'aller dans un supermarché, de regarder un peu les listes des Mhm. additifs, des choses comme ça qu'on peut avoir un peu partout. C'est vrai que des fois ça peut faire peur. Après, faut pas être là à avoir peur de tout et etc. parce que sinon on vit plus. Mais
Non, Juste après, je faire. pense que c'est vrai que dans l'année qui précède l'envie d'avoir un enfant, il faudrait essayer quand même d'avoir un minimum d'activité sportive. Si on est quelqu'un qui a tendance à peut-être trop boire, il faudrait peut-être un petit peu diminuer quand même. Le tabac, tout le monde sait que c'est très mauvais. Évidemment, je parle même pas des drogues plus Oui. dures, ou même beaucoup de gens Et, consomment du cannabis et c'est extrêmement défavorable aussi. Bon, ça, c'est mon côté infirmière qui parle mais, maintenant, hein, donc et là, on parle pas que pour la femme, hein, on parle essentiellement pour oui, l'homme aussi, bien parce que sûr. on parle grossesse, on dit maman, on parle femme, mais faut pas oublier que les spermatozoïdes, ça vient de l'homme, et que la grossesse, la viabilité de la grossesse, et etc., sont aussi impactés par la qualité des spermatozoïdes, et la qualité des spermatozoïdes sont impactés par le mode de vie de l'homme. Donc, Ah, vraiment, oui, oui. Les sièges chauffants dans la voiture, extrêmement mauvais. Les spermatozoïdes n'aiment pas la chaleur. Et les douches longues et chaudes ou les saunas, pareil, c'est très, très, très mauvais. Et c'est peut-être un peu contraignant, mais si on est sportif et qu'on aime prendre soin de soi, il vaut mieux faire de la cryo plutôt que de faire des saunas. Voilà. mais voilà, c'est un petit message aussi. Et puis pour revenir sur le fait de faire de l'activité physique avant et pendant la grossesse, parce que bah, justement, j'ai écouté par exemple des podcasts aussi où la préparatrice physique spécialisée pour les sportives à l'INSEP qui sont enceintes, et ça a été démontré aussi scientifiquement que les femmes qui faisaient du sport avant la grossesse et qui continuent à faire du sport pendant la grossesse avec une alimentation saine et plutôt adaptée, subissent beaucoup moins de maux liés à la grossesse. Oui, notamment la dépression du postpartum qui descend en flèche chez les personnes qui sont sportives et jeunes mamans. Il faut aussi préciser que peut-être que là, il y a des personnes qui sont à peine enceintes et qui vont écouter ce podcast et qui se disent, alors il faut absolument que je m'y mette, mais toujours sous contrôle et sous avis du gynécologue ou de la sage-femme. Et surtout, si on n'était pas sportive avant, c'est pas là qu'il faut commencer à essayer de faire des petites folies, hein. Il faut y Faut y aller aller tranquillement. progressivement, Voilà, la progressivement, piscine, des choses et douces, c'est surtout, très bien. et surtout s'écouter, écouter son Bien corps. sûr, bien sûr. J'ai fait énormément de sport en intérieur sur le tapis de course ou sur le Mhm. vélo parce que je voulais pouvoir m'arrêter dès que j'aurais eu besoin. Et c'était mon côté un petit peu sécuritaire dans le truc. J'ai aussi porté un ou deux petits dossards pendant cette grossesse et ça, c'était royal, c'était formidable, hein, parce que pareil, ça m'émeut d'y penser parce que je sais que je pourrais dire un jour à mon fils, regarde, t'étais dans mon ventre quand on a fait ça ensemble, c'est fou, c'était un moment merveilleux, les gens étaient émerveillés, puis il y en avait qui rigolaient, qui font du sport très très occasionnellement et qui disaient, ah, elle est devant nous alors qu'elle est enceinte. C'était drôle, c'était beau, c'était un beau moment. Tu m'étonnes. Et bah tiens, tu parlais un peu de courir enceinte. Il me semble que tu as couru jusqu'aux 15 derniers jours de ton Mhm, terme. oui. Quel était ton moteur et comment tu as vécu les choses, comment tu as vécu ta préparation physique et puis jusqu'à la fin, jusqu'à quasiment l'accouchement. Et raconte-nous un peu tout ça. Mais j'avais un bon entourage, hein. J'ai des très bons amis qui sont médecins du sport. J'en ai beaucoup parlé avec ma gynéco et ma sage-femme. Et j'ai aussi mes connaissances d'infirmière. Donc je me suis fixée en fait pour le deuxième trimestre de jamais dépasser les 130 BPM quand je faisais du sport. Donc comme presque tout le monde maintenant, j'ai ma montre connectée que j'allume pendant ma séance. Donc je regardais même pas les minutes ou les kilomètres, je regardais vraiment les BPM. Et j'avais pas de mal à courir en endurance fondamentale, donc c'est-à-dire un rythme où je peux tenir une conversation sans problème en courant. Et j'ai couru comme ça pendant tout le deuxième trimestre. Je m'étais fixé aussi de pas dépasser 30 ou 40 minutes de course. Je sais que j'aurais pu faire plus, mais j'étais pas dans une recherche de performance, c'était juste dans une recherche de bien-être parce que pour quelqu'un comme moi, tout arrêter du jour au lendemain, ça aurait été dramatique. J'ai les professionnels de santé qui m'ont dit aussi, non, mais vous allez faire une dépression si vous faites plus rien, c'est pas possible.
Parfois aussi, même au troisième trimestre, quand j'avais le ventre très rond, je me déplaçais mieux en courant qu'en marchant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était la fête. En marchant, j'étais essoufflée comme pas possible. En courant, il y avait aucun problème. C'est comme si mon corps, il était réglé à faire ce mouvement de balancier avec les jambes. Et c'était encore une fois un bon moment. Après, arrivé à 2 semaines de l'accouchement, là, j'alternais quand même souvent avec de la marche, évidemment. Je faisais course, marche, 5 minutes, ou 1 minute. Et puis, à la fin, bon, ça devenait quand même quelque chose qui ressemblait plus beaucoup à de la course. Donc, je faisais un petit peu de marche en inclinaison. J'essayais de faire, comme c'était l'été, le soir, tard, quand il faisait moins chaud. Voilà, j'essayais de m'adapter à la situation. Mais ça a été du plaisir du début à la fin. J'ai jamais voulu qu'une séance me paraisse dérangeante ou douloureuse ou quoi que ce soit. C'était absolument pas le but. Si ça l'était devenu, j'aurais arrêté tout de suite. Ça Ouais, n'avait pas d'intérêt. trop bien. Oui, bah, clairement. Et là, tu parlais un peu du côté mental, partir en dépression, etc. Euh, Si tu avais arrêté le sport, et je suis totalement aligné avec ça. Toi, du coup, comment tu as vécu un peu le postpartum et la reprise? Toi qui étais une athlète accomplie juste avant d'accoucher, comment sont passées les premières semaines post-accouchement? Parce que bah on sait que il y a l'arrivée d'un petit être, il y a le fait d'accoucher. Je sais pas si c'était par voie basse ou césarienne, mais qui est quand même dans tous les cas Mhm. ultra contraignant pour le corps, et c'est quelque chose de dur. Donc comment se sont passées les semaines qui ont suivi cette magnifique étape dans ta vie et ce chamboulement? Alors, donc moi j'ai accouché par césarienne parce que mon bébé il était en siège jusqu'au bout. Ouais. Donc le pédiatre et le gynécologue se sont accordés eux pour un jour Mhm. défini. Donc j'ai j'ai juste acquiescé. On m'a quand même proposé la manœuvre de retournement et je dois le dire, je l'ai refusé. Après, c'est un choix qui est personnel, hein. J'ai la connaissance du fait que cette manœuvre peut aussi être le déclencheur de l'accouchement parce que on déloge le bébé de la position qu'il a choisi de prendre depuis déjà des semaines et même des mois, parce que moi, depuis 6 mois, il était en siège, il a jamais bougé. Donc, pour moi, il n'était pas forcément naturel que de le forcer à se retourner et éventuellement de déclencher un accouchement qui se serait fait, ben, du coup, quand même en césarienne et en urgence. Donc, on est tous partis sur l'idée de faire cette césarienne 2 semaines et demie avant la date du terme. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à l'encaisser parce qu'en fait, je m'étais jamais imaginé de toute ma vie avoir une césarienne. Dans ma famille, personne n'en a eu. Bon, ça veut absolument rien dire, évidemment, mais c'est pas un sujet. En fait, ce sujet n'existe pas dans ma famille. Donc, on m'annonce ça et je me suis dit, j'en ai pleuré pendant 2 jours. Je me voyais avec une cicatrice immense. Je m'imaginais que jamais je reprendrais le sport avant au moins 6 mois. Et en fin de compte, évidemment, j'ai creusé, j'ai cherché un petit peu ce qu'il en était parce que même si je suis infirmière et que j'ai pris en charge des patientes césarisées, je suis pas chirurgienne, gynécologue et surtout, je ne l'avais pas vécu. Donc, tant qu'on n'a pas vécu la chose, on peut pas vraiment en parler comme un témoignage. Donc, la césarienne, ça a été un moment qui finalement était magique parce que j'étais la seule patiente de la journée prévue au bloc opératoire. Je sais pas, en août, tout le monde est apparemment en vacances et personne ne se blesse. Donc, bon, tant mieux. Mais ce qui a fait que j'étais prise en charge comme une petite reine. Et puis, en tant qu'infirmière, de revoir des collègues et tout, c'était quand même très chouette. Ils ont vraiment bien pris soin de moi et ça a été un très joli moment. La cicatrice, elle a été tout de suite très belle. C'était vraiment, ça a été fait d'une manière très propre. Les douleurs ont été difficiles à gérer pendant une semaine, c'est vrai. Avec la montée de lait en plus, autant te dire que tu te retrouves à un moment donné à avoir des poches de glace sur la poitrine ou des feuilles de chou et ensuite tu mets une bouillotte sur ta cicatrice. Enfin, je ressemblais vraiment plus à rien. C'est là Je, qu'on teste l'amour du couple. mais t'inquiète pas, je vois ce que c'est de l'autre côté, puisque la mère de mon fils, bah, il y a un peu D'accord. moins d'un an qui a Ah, vécu une césarienne aussi, justement. Donc, ouais. Donc, mon Dieu, c'était tout sauf glamour. C'était le test du couple, on va dire, hein. Mais bon, ça a été, c'est passé. Ça a été aussi.
Et finalement, eh bien, du fait que mon périnée n'a pas trop morflé parce que c'était pas un accouchement par voie basse, j'ai été autorisée à reprendre la course à pied au bout de 6 semaines. J'ai fait la rééducation du périnée un petit peu en accéléré, avec une très bonne surveillance, et tout s'est vraiment bien passé. Je sais que certaines femmes ont des déchirures, des fuites urinaires, des conséquences vraiment longues et difficiles à passer après l'accouchement. Moi, je n'ai pas eu tout ça. Donc, le jour des 2 mois de mon fils, j'étais sur la ligne de départ du 10 km de Metz. Et, euh, et c'était évidemment aussi un très beau souvenir. C'est la première fois que mon mari me soutenait avec mon fils qui était là en poussette. C'était adorable. Donc, encore une fois, une très belle expérience. Et alors, tu me demandais aussi, est-ce que ça a été compliqué d'attendre ces 6 semaines? Donc, déjà, je m'estime chanceuse de ne pas avoir eu à attendre 2 ou 3 mois. Et surtout, en fin de compte, quand on arrive à la fin de la grossesse, je pense qu'on est plus ou moins 99,9% des femmes à en avoir un petit peu marre et à avoir envie de se retrouver soi, de ne plus avoir un petit étranger, bien qu'on ait aimé sa grossesse ou bien qu'on ait envie de le rencontrer, peu importe. Voilà, toutes les raisons font que, en plus en plein été avec la chaleur, les jambes lourdes, j'avais qu'une envie, c'était que ça soit fait et que je commence à retrouver un tout petit peu l'allure d'une sportive, quoi. Donc ça a été quand même aussi assez agréable. 2 semaines après l'accouchement, j'ai commencé un petit peu à monter sur la balance, à essayer de réessayer des vêtements. Et en fait, je crois que j'ai perdu 1 kilo par jour pendant une semaine et c'était fini, c'était réglé. J'étais de nouveau. Je sais que certaines personnes vont me détester, mais Bah, ça s'est passé très vite de retrouver mon corps. ça c'est top. Après, du coup, est-ce que t'as allaité aussi, peut-être? Non, j'ai pas Non. allaité. Alexis n'arrivait pas à téter et il a mis beaucoup de temps à retrouver un poids de forme, donc j'ai pas allaité, non. D'accord, d'accord. Euh, Petite question, comment t'as vécu le fait qu'on te donne une date et une heure euh, pour l'arrivée de ton fils, d'Alexis? C'est vraiment très très bizarre, hein, Ouais. parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des femmes qui ont eu des césariennes, mais c'était toujours en urgence. Je connais personne qui a vécu mon cas, qui est pourtant pas très rare, hein, l'enfant en siège et la césarienne programmée. Mais déjà, quand on m'a dit on vous appellera tel jour pour vous dire le jour et l'heure, j'étais fébrile toute la journée. Finalement, j'ai évidemment harcelé la secrétaire qui avait oublié de m'appeler. Enfin, bon, passons, j'étais au bout de ma vie. Oui. Donc, je l'appelle très fébrile. Et quand elle m'a annoncé, ben, elle m'a dit, voilà, vous allez venir le 11 août à l'hôpital à 17 heures pour votre admission. On refera encore plusieurs échographies pour bien vérifier qu'il est en siège, commencer le protocole, les dossiers. Je l'ai coupé et je lui ai dit, mais madame, vous venez de m'annoncer la date de naissance de mon fils, en fait. J'étais en train de marcher dans la rue et Ouais. j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, mais les gens autour de moi, ils doivent se dire, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle est au téléphone, elle a l'air toute émue. Ils s'imaginaient pas. Enfin, c'était fou. Ah oui, et puis je pense que des fois ils se rendent pas compte parce que Mm. du coup nous aussi on a eu la date de naissance Oui, 15 jours à l'avance, même oui. un peu plus, même je crois que c'était un mois et demi à l'avance, on nous a Ah, dit bah tiens ça sera tel jour à telle heure. oui. C'est un peu comme si on commandait un meuble et qu'on allait le recevoir. Non mais c'est un peu grossier mais c'est un peu particulier, ça perd un peu de la magie du truc, mais Oui, c'était en fait ce qui m'avait rendu le plus triste dans cette annonce quand on m'a dit, écoutez, il se retournera plus de lui-même et il faut qu'on prévoie la césarienne, sinon bah, ça va se faire en urgence quand vous aurez des contractions. Donc c'est vrai que ça m'avait vraiment retourné. J'avais écrit tout un projet de naissance, j'étais à fond, quelque chose de physiologique, de doux. J'avais prévu même une playlist. J'étais vraiment dans le truc. J'avais écouté des podcasts de naissance. J'avais pris tout ce que je pouvais prendre comme information et tout capotait. Donc ça m'avait vraiment fait très très mal au cœur et je me suis dit bah finalement c'est ton histoire, elle est comme ça. Et puis il faut dire que je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, le genre de personne qui fait presque un tableau Excel avant d'aller en vacances. Et au final tout le monde me disait mais ça te correspond tellement. Ouais, ça me correspond peut-être, mais bon, c'était bon, pas le projet initial, mais c'est comme ça.
c'est sûr que en effet, ça correspond un peu plus et au moins tu as pu organiser plus les choses. Ah oui, 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 la maison était nickel chrome, les chiens étaient toilettés, la chambre plus que prête, la valise refaite et défaite et refaite 100 fois, tout était prêt, ouais, ouais. Au moins, là, il n'y a pas de place à la surprise. Non. Euh, et là, tu me parles un peu d'organisation et du fait que tu es quelqu'un de très organisé et tout ça. Euh, et je voulais te poser la question parce que bah, on sait qu'en tant que maman, le temps, c'est quelque chose de ultra précieux. Déjà que en règle générale, c'est une ressource précieuse, mais là, le temps, c'est une ressource encore plus précieuse parce que bah, il y a le boulot, t'es infirmière, comme tu l'as précisé. Il y a le bébé, ton petit Alexis. Et puis, il y a une passion qui est la course à pied et les longues distances qui demandent quand même un certain temps d'entraînement hebdomadaire. Comment tu arrives à t'organiser? Comment tu arrives à gérer ton quotidien, tes semaines, pour justement réussir à rentrer tout ça? Parce que, bah, hormis si tu as le secret pour allonger les journées, Alors le je truc veux c'est bien qu'en que tu plus je n'ai pas d'aide, je n'ai quasiment aucune aide. On a personne qui peut nous garder le bébé hormis sa nounou Mhm. et ça enlève encore un petit peu de soutien, hein. On dit toujours il faut un village pour élever un enfant, mais nous le village il se résume à très peu parce que ben les grands-parents ont des problèmes de santé et donc voilà ça ne fonctionne pas. Donc encore des embûches en plus. Mais en fait c'est très simple. Je travaille de jour et je travaille soit en journée continue, soit j'ai une pause de 1 heure et demie le midi. Donc cette pause d'1 heure et demie le midi, quand je l'ai 2 fois par semaine, et ben les 2 fois elle passe sur le sport. Voilà. Et ça implique des sacrifices, hein. Ça veut dire que tu vas pas forcément manger avec tes collègues, rigoler. Voilà, il y a d'autres moments aussi, mais en tout cas, ça implique quelques petits sacrifices qui pour moi sont vraiment moindres par rapport aux besoins que j'ai. Et le dimanche, c'est le seul jour où mon mari et moi, on est tous les deux ensemble à la maison. C'est notre seul jour en commun. Donc, ce jour-là, je prévois en général une sortie un peu plus longue. Mais je pense quand même que comme mon volume a un petit peu baissé par rapport à avant Alexis, plus la fatigue d'avoir tellement de choses à gérer, je pense aussi que c'est pour ça que ça s'est ressenti sur mon dernier marathon et que j'ai couru plus longtemps que je l'aurais voulu. Évidemment, beaucoup me rassurent et me disent que c'est formidable ce que j'ai fait. Et en fait, je le sais et j'en suis très heureuse. Seulement, je me suis entraînée d'une manière acharnée pour atteindre un certain chrono et je l'ai pas eu. Donc, forcément, je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est C'est ainsi. l'esprit de compétition. Euh, Puis c'est clair que on connaît l'incidence du manque de sommeil et etc. Et que Oui, bah quand on a un petit être, bah, on n'est plus dépendant de nos nuits. On subit les nuits un peu par rapport c'est ça. à la nuit de la personne en face. Moi, je voulais te poser la question. Est-ce que des fois tu culpabilises un petit peu de prendre 2 heures le dimanche parce que tu disais que tu allais courir et faire plutôt des sorties longues et éventuellement le dimanche plutôt que passer, on va dire, ces heures-là en tant que maman, en tant que femme avec ta petite famille? Alors la réponse est oui. Je culpabilise parce que c'est dans mon caractère d'être très sensible comme ça. Donc quand je commence à me préparer, j'ai à la fois hâte et je suis contente. Et en même temps, j'ai vraiment quelque chose qui me retient et qui des fois me fait passer la porte d'entrée avec 20 minutes de retard parce que j'ai vraiment du mal à laisser. Mais je pense vraiment que ce temps privilégié avec son papa leur font du bien à tous les deux. Je pense aussi que quand je reviens de ma sortie avec vraiment l'esprit plus clair et d'avoir pu faire quelque chose pour moi, et ben ce sera d'autant mieux pour ma relation avec lui aussi, parce que si je me prive tout le temps de tout, sachant comme je l'ai dit que je n'ai vraiment aucune aide jamais, et donc j'en profite de mon fils, hein. J'ai pris un temps partiel à 80% aussi pour passer plein de moments avec lui, donc je passe tout le temps bénéfique que je peux avoir avec lui. Et si on m'enlève 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures de temps qui est un peu pour moi, je vais finir par craquer en fait. Il faut une échappatoire. C'est Et, obligé. et je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a trop de personnes et trop de mamans qui s'oublient parce que faut pas oublier Mm, qu'avant d'être une maman ou être une femme, une épouse, quand je dis femme et c'est épouse, mm. bah, vous êtes
vous-même quelqu'un, un être et une personne importante, et que si vous nourrissez pas vous-même, bah en fait vous allez pas être en capacité de nourrir le rôle de maman ou de d'épouse correctement parce que vous-même vous serez Mm. pas complètement bien et nourri. Donc c'est super que tu arrives à faire ça et j'espère que bah, ce petit message sera entendu et qu'il y aura plus de personnes qui arriveront à prendre du temps pour eux sans culpabiliser, sans se dire qu'elles sont égoïstes ou quoi que ce soit, Mm. même si C'est c'est pas clair. toujours simple. Et est-ce que tu as d'ailleurs au niveau organisation, est-ce que tu as des petits hacks à partager entre les préparations de repas, des choses que certaines mamans pourraient prendre comme tips? Je pense que c'est pas grand-chose de vraiment révolutionnaire, hein. Le dimanche après-midi, j'essaye pendant sa sieste de préparer pas mal de repas à l'avance. J'ai acheté des petits bacs de congélation pour avoir exactement la bonne dose du bon repas où j'ai déjà mis légumes, protéines, féculents, tout pour que j'ai plus qu'à décongeler en semaine, le sortir et il a un bon repas très sain. Euh, Pareil pour tout ce qui est organisation de la maison, de la vie de famille, bah, j'essaye de faire quand je rentre un tout petit peu avant que ce soit l'heure de le chercher à la MAM chez la nounou. Voilà, c'est vraiment essayer de chaque instant où je peux faire quelque chose, je le fais. C'est sûr que le soir après, on est éreinté et on fait plus grand-chose. Mais au moins, je me couche l'esprit tranquille et c'est comme ça que je fonctionne. C'est qu'une bonne organisation et de me dire que j'ai pu faire à peu près tout ce qu'il fallait. Je lui ai donné ses soins pour qu'il soit bien, en bonne santé. Je lui ai donné de l'amour et du temps pour qu'on ait passé des bons moments ensemble, des petites balades avec encore les chiens en porte-bébé. Il y a, en fait, je donne quand même beaucoup de ma personne parce que c'est d'abord lui, les animaux qui n'ont pas choisi d'être là, donc on doit s'en occuper. Ensuite vient moi avec les temps de sport qui sont sur deux repas et le dimanche matin. Et après, ben, il y a encore le couple, hein, le soir, qu'il ne faut pas négliger. Il faut faire de notre mieux. Après, je pense que le mieux qu'on puisse faire entre nous, ben, c'est de communiquer parce que c'est compliqué aussi, hein. Le couple, il passe après quand même plusieurs choses dans cette histoire, alors qu'avant, il y avait que le couple. Donc, c'est, c'est parfois difficile, c'est sûr, c'est sûr. Faut beaucoup prendre sur soi, mais tout en se laissant pas entièrement de côté, clairement. Après, ça dépend aussi des bébés. Moi, le mien, alors peut-être que je suis pas objective, hein, mais je trouve que c'est un bébé assez facile, hein. Il a fait ses nuits tôt. Parfois, il lui arrive de se réveiller, mais parce qu'il a fait un cauchemar, parce qu'il y a un petit souci, parce qu'il est malade. Donc ça, je le mets de côté, mais en soi, les nuits, il les a faites tôt. Et, et pour les repas, il mange tout ce que je lui donne sans souci. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, je sais que tout ça, ça peut changer du jour au lendemain, mais là, ça se passe très bien, donc ça aide aussi. Trop trop bien, ça c'est cool. C'est clair que ça aide vraiment. Et il nous reste deux petites questions avant de finir. La première, c'était si tu devais donner un conseil à une maman qui n'ose pas reprendre le sport par peur de manquer de temps ou d'énergie, ça serait lequel? J'en aurai plusieurs, parce que je sais que quand on commence ou quand on recommence le sport, on a un peu peur du regard des autres. Mhm. Mais franchement, s'il y a une personne qui a une critique à émettre, c'est généralement, ça émane d'une peur qu'elle a elle-même ou de jalousie. Donc c'est vraiment négatif. Il faut jamais écouter quelqu'un qui va nous tirer vers le bas vis-à-vis du sport. Et ensuite, il faut commencer tout simplement progressivement, parce que le corps, au début, il va pas vous demander un marathon pour vous sentir bien, hein. Il va vous demander des balades, des choses que vous pouvez d'ailleurs faire avec votre bébé, comme moi, pour rajouter une quatrième séance dans la semaine de course, eh bien, je fais un run poussette, je cours avec mon bébé un petit peu en piste cyclable, ça se passe très bien, ça nous fait plaisir à tous les deux. Il y a des choses à mettre en place qui seront très douces et qui vous feront beaucoup de bien. Et vraiment, n'hésitez pas à vous lancer parce qu'au niveau du mental, ça va tout changer. Ça va vraiment décharger tout le stress qu'on peut avoir dans la journée, surtout une journée où bébé, il aura peut-être été plus difficile qu'un autre. Ou après le tunnel du soir, peut-être. Ça va vraiment aider à décharger et les moments suivants seront vraiment de qualité. C'est pas du temps perdu, c'est pas du temps gâché. Merci, merci pour ce partage. Et du coup, la petite dernière question, c'est tu viens de faire le marathon d'Annecy.
Quels sont tes prochains grands objectifs, que ce soit sportifs ou personnels, si tu veux bien nous les partager? Bien alors du coup, je me suis prévu jusqu'en juin, j'avais prévu une course par mois et je vais revenir à mes amours du trail en mai pour aller à l'UTMB Alsace. Donc je vais pas faire le plus grand format, je vais faire le 29 km pour reprendre et j'ai hâte de revivre ça, de le vivre pour le plaisir, pas pour le chrono. Et je me suis aussi inscrite au marathon du vignoble d'Alsace parce que c'est un marathon festif. Donc quand je dis festif, c'est vraiment festif. Les gens viennent déguisés. Les ravitaux, tous les 5 kilomètres, c'est du Riesling, du vin, des Hmm. Flamencuche. C'est plutôt sympa. Voilà, c'est juste prendre du plaisir sur des événements sportifs. Et après, on réfléchira à ce qui se passera à l'automne un peu plus tard. D'accord, bah super. En, t- en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. Merci pour ton temps. Avec J'espère que plaisir. ça va aider plusieurs mamans. Et puis, je sais pas si tu avais un petit truc à rajouter pour finir, mais voilà. Mais pour finir, vu qu'on a quand même pas mal parlé du sujet de la PMA, euh, si voulais m'adresser un peu aux personnes qui rentrent dans ce système-là, je vous souhaite surtout énormément de courage parce que ça va être des moments. Ça m'émeut d'en parler parce que vraiment, c'est tellement frais encore pour moi. Mais la victoire, elle sera pas loin. Et tout ce que vous vivez, ce sera pas vain. Vous allez apprendre, vous allez vous découvrir. Il y aura des étapes qui seront difficiles, mais ça va aussi révéler votre couple. Vous allez être l'un pour l'autre et vous allez avancer ensemble. Vous allez vous tenir la main. Vous allez peut-être faire des belles rencontres aussi à travers ce projet-là, qui est pas celui qui était le projet de départ, mais qui reste un projet très louable et qui vous amènera au plus grand des bonheurs. Tout ce que je vous souhaite, c'est le bonheur qu'on peut vivre maintenant. Et, et certaines personnes m'avaient dit, alors, est-ce que du coup, maintenant, tout est oublié? J'ai dit, mais jamais j'oublierai tout ça. C'est l'histoire, c'est une partie de ma vie qui a été tellement difficile que j'oublierai jamais tout ça. Quand Alexis sera vraiment grand, je lui expliquerai que pour l'avoir, on s'est battu. C'est pas tombé du ciel comme ça aurait pu l'être, malheureusement, comme ça devrait l'être quand on le souhaite très fort. Donc, c'est une partie de l'histoire et il faut pas l'oublier. Et, euh, et je pense que le sport peut vraiment vous aider à la traverser. Merci Sophie. Merci pour tout. Merci pour ce partage et puis en tout cas, n'hésite pas à rappeler le nom de ton compte Instagram pour les personnes qui veulent te suivre ou t'envoyer un petit message. Et Oui, ben du coup c'est Sophie du bas Mirelli et s'il y a quelqu'un qui a envie de conseils ou de quoi que ce soit, je ne garantis pas de répondre dans les 5 minutes, mais j'essaierai de prendre le temps avec grand plaisir. merci beaucoup. Je te souhaite un très bon dimanche. Merci pour tout ce partage et ton temps. Merci beaucoup. Bonne journée. À toi aussi.